La pandémie du coronavirus a touché presque tous les secteurs d'activité. Qu'est-ce qu'il en est justement du secteur agricole au Togo? C'est ce que nous allons essayer de voir et voir surtout les mesures d'accompagnement pour cette agriculture. Ce sera avec Anani Kodjoga Padenou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le directeur des filières végétales. Merci d'être notre invité. Le plaisir est plutôt mien. Alors, comme je le disais, tous les secteurs, on le sait, ont été impactés et nous savons que notre économie est vraiment dépendante de l'agriculture. Est-ce que l'agriculture en général au Togo fait partie de ces secteurs qui ont été négativement impactés par la pandémie du coronavirus? Okay, merci. Bon, vous venez de le dire, l'impact de la pandémie coronavirus est vraiment global et ça se traduit au fait par les mesures qui ont été prises de manière globale. Donc, quand on prend sur le plan national, il y a des restrictions en termes de déplacement de personnes et aussi par rapport aux communications, aux interactions avec le monde extérieur. Nous voyons un peu tout ce qu'il y a comme limitation au niveau des transferts ou bien des transactions qui passent par l'exportation, notamment les exportations des produits tels que les fruits et les légumes. Donc, avec tous ces effets, toutes ces mesures qui sont prises, il y a quand même des influences sur le secteur agricole et cela s'est traduit par un ensemble de mesures qui ont été prises pour pouvoir pallier à ces effets-là. D'accord. Et, ça veut dire que de façon, en tout cas quand on parle de la production elle-même, il n'y a pas eu d'impact sur la production agricole elle-même. Ok, nous avons eu la pandémie à une période charnière. C'est-à-dire que nous sortons de la fin de campagne, quand on prend certaines filières comme le coton par exemple, pour rentrer dans une nouvelle campagne pour toutes les cultures qui vont commencer avec la grande saison. Mais il y a eu quelques perturbations, mais en même temps, un ensemble de mesures ont été prises pour pouvoir renforcer les capacités productives des acteurs. Merci. Alors, quelques perturbations, ça c'est vrai, mais j'allais dire, la survenance de la pandémie, par exemple, n'a eu aucun impact sur le climat. La grande saison des pluies, elle a commencé au moment où qu'elle doit commencer. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, quand nous parlons de perturbations, c'est beaucoup plus en termes de mouvement de biens et de personnes. Donc, les ouvriers qui se déplacent, habituellement, nous avons un mouvement important d'ouvriers qui se déplacent du nord du pays vers le sud. C'est un exemple, d'accord? Et au même moment, il y a aussi les transactions qui tirent aussi dans une certaine mesure, la production. Quand on prend tous les bassins de production de fruits et légumes qui doivent venir vers Lomé. Mais il y a eu la période de bouclage du Grand Lomé qui a été continuée en fait, sur une certaine période par la période de bouclage de la ville de Sokodé. Donc c'est en quelque sorte les transactions qui ont été perturbées, mais en même temps des mesures ont été prises pour faciliter le mouvement de tous les acteurs concernés et aussi les flux des produits. Alors, on sait que l'agriculture, c'est global, il y a différentes filières dans l'agriculture. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des filières qui ont plus ressenti ces effets, par exemple, sur le mouvement? Parce qu'on voit c'est surtout sur le mouvement des personnes et même des biens qu'il y a eu des effets. Est-ce qu'il y a eu des filières qui ont plus été impactées? On pourra dire que l'effet a été, dans une certaine mesure, un peu général. Parce que quand nous prenons les acteurs agricoles, il y a des spécialisations, peut-être, mais c'est un peu rare. Ce que nous avons, c'est de trouver un producteur, une productrice qui fait jusqu'à 3, 4, 5 spéculations. On ajoute aussi bien les filières végétales ainsi que les spéculations d'élevage. Et il y a certains aussi qui sont dans la pisciculture. Donc c'est un peu une combinaison de tout cela. Et on peut dire qu'il y a une certaine compensation quand on va d'une filière à une autre. Mais très tôt, les autorités, puisque vous rappelez que des mesures ont été prises, ça veut dire que les autorités ont senti qu'il fallait faire quelque chose vis-à-vis de ce secteur pour juguler les effets de la crise. Quelles sont les mesures qui ont été prises? Oui, l'importance vraiment du secteur agricole, vous venez de le dire, elle n'est plus à démontrer. Donc nous avons ce secteur qui tire le produit intérieur brut, d'accord, et qui emploie plus des 2 tiers de la population active. Donc pour les mesures qui sont prises,
en premier lieu, il fallait quand même fluidifier en quelque sorte les transferts, comme on le dit, des personnes et des biens. Donc il y a eu un mécanisme pour pouvoir encadrer l'obtention des laissez-passer. Donc les demandes sont recueillies en partie au niveau du ministère de l'Agriculture, traitées, transférées au niveau du ministère de la Sécurité, pour pouvoir permettre aux acteurs qui arrivent à démontrer les activités qu'ils ont, qui sont liées au secteur agricole, de pouvoir leur faciliter les déplacements. En plus de ça, il y a eu des facilitations pour le transport des produits. Nous allons prendre l'exemple de la filière mangue où 24 tonnes ont pu être acheminées de la région des plateaux jusqu'à un exportateur qui est au Ghana. Nous avons aussi un groupe de producteurs d'oignons qui ont été accompagnés à Mango jusqu'à 500 tonnes. 500 tonnes ont été facilitées pour que l'achat puisse être fait et puis la commercialisation. Également, des productrices de concombres à Dapan ont également été soutenues. Et au-delà de ça, il y a tout le contact permanent que nous avons avec les acteurs sur le terrain, notamment les réseaux de commerçants, pour pouvoir recueillir et traiter les cas de blocage qui pourraient être observés au niveau des postes. Alors ça, c'est pour les exemples que vous avez donnés qui touchent mangue, oignon, concombre, ça c'est plus vers l'extérieur. D'abord à l'intérieur même, parce qu'il y a eu le bouclage du Grand Lomé. On sait que le Grand Lomé concentre la plus grande partie de la population en termes de densité. Donc beaucoup de produits sont convoyés vers ici. Ça, il y a eu des facilités à ce niveau? Oui, c'est ce que nous étions en train de dire. Quand nous prenons le réseau des femmes commerçants de fruits et légumes de Lomé, ça c'est un exemple pratique que nous donnons. Donc il y a eu un enregistrement, un recensement de tous ces acteurs et aussi de tout ce qu'ils ont comme infrastructure ou bien moyens de transport avec la programmation des différentes expéditions. Donc nous les suivons de près et en interaction avec le ministère de la Sécurité pour vraiment fluidifier le transport de ces produits. Et vers l'extérieur, ça a été véritablement grâce à l'appui des autorités qu'on a pu acheminer ces produits-là sans difficulté. Vers l'extérieur, il y a eu des démarches qui ont été faites pour soutenir les expéditions de produits frais, des fruits et légumes. Quelques opérateurs ont pu continuer par faire leurs exportations, mais pour d'autres, la contrainte a été la réduction des commandes au niveau des pays consommateurs. Donc c'est surtout ça, la contrainte qu'il y a eu à ce niveau. Sinon, les interactions sont menées de manière permanente avec les acteurs pour voir un peu ce qui concerne les importations des poussins d'un jour, par exemple. Ce qui concerne les importations de certains intrants, donc, et puis les exportations de tout ce qu'il y a comme production par fret aérien. Les interactions sont toujours en cours pour voir un peu comment faciliter ces transactions. Alors, quand vous avez parlé tout à l'heure de la réduction des commandes, on comprend justement que c'est l'un des effets de la crise sanitaire. Alors, qui dit réduction des commandes dit des producteurs qui se retrouvent avec des quantités sous les bras qu'ils ne peuvent plus finalement exporter. Comment on gère ça? Une des solutions est la bourse agricole et alimentaire qui a été opérationnalisée. Donc cette plateforme permet de pouvoir vraiment intensifier d'abord la communication sur les produits et la mise en relation avec les acteurs. Donc actuellement sur la plateforme de la bourse agricole, c'est une valeur d'environ 100 milliards de francs CFA de produits qui sont chargés sur la plateforme. Donc ça, c'est déjà quand même une avancée qu'il faudrait relever. Et la période d'opérationnalisation, c'est pendant cette période de Covid-19 que les acteurs se sont mis ensemble avec le ministère de l'Agriculture et tous les ministères partenaires pour définir ou bien opérationnaliser cette plateforme de la bourse des produits agricoles. Il y a aussi certains mouvements qui accompagnent la promotion de la consommation des produits. Donc, quand nous prenons le mouvement Bougie 228, les artistes et les journalistes qui se mettent ensemble pour faire la promotion de la consommation locale, c'est quelque chose qui est également à souligner. Parce que nous ne devons pas nous focaliser forcément sur le marché extérieur. Nous constituons un marché local, et si tout ce qui est déployé comme mesure pour soutenir la production nationale, tout ce qui va ressortir comme production
il faudrait que nous soyons en mesure de consommer cette production-là. Et aussi la transformation qui va créer des emplois. Il faudrait qu'en bout de chaîne, tous ces produits puissent être absorbés pour créer le revenu aux petits producteurs qui fait partie des couches les plus vulnérables. Vous avez parlé de la plateforme de bourse des produits agricoles. C'est quoi exactement? Comment ça fonctionne? Oui, c'est une plateforme qui centralise des e-commerçants, c'est-à-dire que tous ceux qui ont des plateformes de vente en ligne sont en quelque sorte agrégés. Et l'offre est faite par ceux qui s'inscrivent. Et tous ceux qui sont des consommateurs pourront consulter la page, voir les produits disponibles et pouvoir faire des achats. Ça, c'est les achats classiques. Et il est en perspective aussi de pouvoir opérer par des enchères. Quand la période d'enchères est programmée, les informations sont envoyées, diffusées. Et là, sur la période définie, les uns les autres pourront faire leurs offres, faire leurs propositions. Et avec la confrontation, à la fin de la période d'enchères, il y aura l'attribution à la personne la plus offrante, selon les conditions fixées. Il y a également d'autres produits ou bien d'autres services qui sont sur la plateforme. Il serait intéressant que les uns les autres puissent consulter la plateforme de la bourse agricole. Et ça a permis aux producteurs aujourd'hui de ne plus se retrouver avec beaucoup d'excédents sous les bras? Toutes ces mesures ont permis d'absorber ce qu'il y a comme production locale. Quand nous prenons la filière avicole, ceux qui ont la production nationale de poulet sur les bras, ils ont pu aboutir ou bien évacuer cet excédent qu'ils ont. D'accord? Donc sur une base hebdomadaire, c'est au moins 7 tonnes de produits qui ont pu être absorbés auprès des producteurs locaux. Alors que si on considère depuis le début d'année, c'est pratiquement rien du tout qui sortait des systèmes nationaux de production. Donc ça, c'est des résultats palpables, concrets que nous pouvons vraiment relever. Alors maintenant, ça c'est pour ce qui est produit ici et qui doit être consommé ici ou bien doit aller à l'extérieur. Mais en même temps, on sait aussi que le Togo, sur le plan agricole, est dépendant d'un certain nombre de pays pour l'entrée de produits, pour l'importation. Est-ce qu'il y a eu aussi des facilités à ce niveau-là? Parce que la production nationale, elle ne suffit pas forcément pour satisfaire tous les besoins. D'accord. Par rapport à la production, nous allons prendre l'exemple des engrais. Pour cette année, c'est 133 000 tonnes d'engrais qui ont été mobilisés aussi bien par l'État que par le secteur privé. Ça fait en moyenne le triple de la quantité d'engrais qui est habituellement mobilisée. Donc, si nous prenons la mécanisation pour faciliter les travaux agricoles, c'est 142 tracteurs qui ont pu être acquis. Et là, c'est plusieurs acteurs qui sont intervenus pour ce processus. Déjà, le résultat enregistré par ces tracteurs, c'est plus de 2600 hectares qui ont été labourés par ces nouveaux tracteurs qui ont été acquis. Donc ça vient en plus de ce qu'il y a comme capacité habituelle des tracteurs sur le plan national. Donc il y a également un programme pour pouvoir soutenir les acteurs à faire du dessouchage. Parce que si on ne prépare pas bien le sol, on pourrait casser les tracteurs avec les accessoires. Et il y a des partenaires que nous saluons qui ont accompagné à avoir des semences. Des semences pour les cultures vivrières que nous avons, des semences pour les fruits et légumes. Et aussi la particularité à relever, c'est quoi? Il y a des acquisitions de semences pour le maïs et le riz hybride. Et nous savons que pour le riz hybride, nous pouvons facilement doubler la production que nous avons actuellement en moyenne, doubler voire tripler avec les semences de qualité. Donc, ce sont là des éléments. Et aussi, vous avez parlé d'un facteur, vous avez souligné l'importance, c'est l'eau, la pluie. Nous ne pourrons pas continuer à être tributaires de la pluie parce qu'il y a tout ce qu'il y a comme changement climatique et puis la variabilité climatique. C'est pour cela qu'un vaste programme pour pouvoir mobiliser, faciliter l'accès à des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour que les producteurs puissent maîtriser ce facteur-là qui est l'eau. Donc en plus de ça, il y a tout
l'accompagnement qui pourrait être fait pour améliorer la présentation, la qualité des produits, d'où la mise en relation entre les opérateurs avec les importateurs d'emballage, pour qu'ils puissent vraiment aller à pouvoir structurer les commandes, avoir des prix intéressants. Parce qu'on sait que même que les emballages reviennent un peu lourds dans la structure des coûts des produits. Alors, est-ce que tout ce dont vous parlez là, c'est la survenance de la pandémie qui a fait que tout cela a été mis en place, ou bien c'est des programmes qui étaient là depuis longtemps et qui ont été améliorés? Il y a des ambitions qui sont définies pour le secteur agricole. Donc, selon la vision du chef de l'État, c'est d'arriver à doubler au moins le revenu des producteurs. Donc ça, c'est une ambition qui était là, qui est vraiment vivante avant la survenue de la pandémie. Et la pandémie mettant les acteurs dans une situation un peu critique, l'ambition est d'autant plus grande qu'il faut arriver à construire la résilience et, au-delà de la résilience, arriver à pouvoir assurer une condition de vie vraiment durable et décente pour les différentes populations. Nous allons encore donner un autre exemple pour appuyer cela. Il y a une plateforme qui a été développée pour améliorer l'offre de services, c'est-à-dire le placement des ouvriers. Donc il y a 5 entreprises qui sont actuellement opérationnelles et les ouvriers qui sont placés sont au moins au SMIC. Et aussi l'innovation là-bas, c'est qu'il y a une couverture par l'INAM de ces ouvriers-là. Donc déjà, si on arrive à étendre, à densifier la couverture santé pour les producteurs, c'est également un facteur d'amélioration de leurs conditions de vie. Alors donc clairement, si je suis très bien vos explications, aujourd'hui avec tout ce qui a été fait au niveau du secteur agricole, on est comme un peu en train de quitter cette agriculture familiale de subsistance pour une entreprise agricole, c'est ça? La professionnalisation est vraiment incontournable. Nous devons, nous tous, y travailler. Cela est vraiment important. Et aussi, quand nous allons vers les besoins actuels, les enjeux actuels, travailler à une digitalisation, à une communication plus forte. De la même manière, le nombre de missions que vous consacrez au secteur agricole, visiblement, est en train d'augmenter parce que le besoin est là. Nous devons tous y travailler pour pouvoir obtenir des résultats probants. Donc, les acteurs doivent se professionnaliser et ça passe également par une organisation et une structuration des acteurs. Il y a un travail qui a été fait sur les interprofessions et nous avons actuellement, de 2014 jusqu'à maintenant, nous avons 15 interprofessions qui existent au Togo. Donc, c'est de pouvoir travailler à améliorer la structuration des différentes filières, à pouvoir les rendre vraiment fonctionnelles, à pouvoir les rendre professionnelles. Un clin d'œil pourrait faire aux filières biologiques. Parce que l'agriculture biologique, c'est la preuve même de la nécessité de la professionnalisation des acteurs. Si le Togo est actuellement le premier exportateur mondial de soja vers l'Union européenne, si le Togo est le deuxième exportateur de produits biologiques de manière globale en Afrique, juste derrière l'Égypte, vers l'Union européenne toujours. Donc il faut voir quand même que c'est des opportunités que nous devons pouvoir travailler ensemble. Et dans la dynamique, dans la logique de la stratégie de conversion nationale à l'agriculture biologique d'ici 2030, la professionnalisation est nécessaire par rapport à la production, la transformation, et aussi par rapport à tout ce qu'il y a comme dispositif de certification, de promotion de la qualité, d'avoir des labels. Quand nous parlons de Gari, nous pensons à quelle zone? Peut-être nous pensons à Agoué ou bien à Vaughan. Donc il faudrait que nous puissions travailler à ce qu'on puisse avoir ce Gari-là qui est connu mondialement. Et là, c'est à travers la professionnalisation. La pentade de Dapan, le fonio de Niamtougou ou bien de Wawa. Donc c'est vraiment des enjeux sur lesquels nous devons travailler, aller à une professionnalisation véritable. Mais il y a aussi un autre gros défi, et je ne sais pas, peut-être vous l'avez relevé, mais je voudrais qu'on s'étende un peu là-dessus. Je m'amusais à regarder il y a quelques jours sur les plateformes le ministre de l'Agriculture qui postait un certain nombre de riz qui sont des productions locales. Et je me suis dit, c'est bien, on produit local. Moi, j'ai l'habitude de consommer le riz local, mais
c'est pas ce qui se retrouve dans tous les plats. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de vulgarisation de la production locale? On a comme l'impression que tout ce qui est mis en œuvre et tout ce qui concourt à accroître cette production, à la professionnaliser, à la rendre de meilleure qualité, n'est pas su des populations. Nous devons continuer la communication. Ça, c'est vous, votre rôle. Nous tous. Nous saluons cette émission et encore une fois, un clin d'œil à l'initiative Bouille 228 et vraiment nos salutations à tous les acteurs qui se déploient pour qu'il puisse y avoir une communication véritable sur les produits locaux. Donc, le riz délice est produit au Togo. Oui. Le riz, le paysan, il y a tellement de types de riz. Oui. Et que les autres sociétés m'excusent si je ne fais pas une liste exhaustive. À part les riz, il y a les jus, tout ce qu'il y a comme jus, tout ce qu'il y a comme thé, tout ce qu'il y a comme huile. Donc, il y a les produits locaux qui sont là. Nous devons communiquer et aussi appeler les uns et les autres à faire preuve d'ouverture par rapport à la consommation. Nous avons quelquefois l'impression que tout ce qui vient de l'extérieur est peut-être de meilleure qualité. Mais nous avons des produits qui sont là, faits sur place, qui sont de bonne facture et qui vous aident à aller dans tous les sens. Que ce soit les produits, le riz, que ce soit des thés et autres, que ce soit des huiles, que ce soit des farines. L'exemple de la farine la togolaise, avec une incorporation de la farine locale. Ce deuxième type de farine qui est mis sur le marché par la SGMT, la Société des Grands Moulins du Togo, c'est un exemple d'une volonté manifeste de pouvoir aller vers la promotion de la consommation locale. L'objectif du Plan national de développement PND 2018-2022, ainsi que tous les programmes qui peuvent être subséquents, c'est d'arriver vraiment à diminuer les importations. Nous avons un besoin actuel, mais ce besoin ne va que croître parce que la population augmente. Il y a une amélioration des conditions de vie, un changement dans nos habitudes. Donc il faudrait que nous puissions augmenter la production, transformer, commercialiser selon les circuits qui sont adéquats. Quand nous prenons les poissons, quand nous prenons les volailles, il faudrait que nous puissions avoir des produits qui répondent aussi aux attentes des consommateurs. Donc c'est pourquoi le travail de tous les organismes qui travaillent à la qualité. Nous prenons les laboratoires d'analyse qui sont là. Nous prenons la haute autorité de la qualité de l'environnement. Donc tout cet ensemble travaille et doit pouvoir être en synergie pour améliorer la production, la présentation des produits et surtout la consommation locale. Alors donc, in fine, est-ce qu'on va dire aussi que malgré cette pandémie, le secteur agricole s'en tire plutôt bien? Nous voyons surtout tout le grand défi qu'il y a À relever. Tout le défi qu'il y a à relever. Arriver à avoir une production substantielle, une transformation vraiment structurelle et aussi une consommation optimiser des produits locaux. Donc ça, c'est les grands chantiers sur lesquels il faudrait travailler. Vraiment, quels sont les facteurs en termes de mécanisation, en termes d'intrants, en termes de l'accompagnement des acteurs, l'itinéraire technique, en termes de capacité à pouvoir conduire les processus. Le défi aussi a été en partie ce qui concerne la formation agricole et rurale. Les établissements ont été fermés, mais la continuité a été assurée par la mise en place d'une plateforme de e-learning où les acteurs font des cours à distance. Et sur la plateforme, ce qui est actuellement en cours de développement, c'est la connexion pour pouvoir avoir des modules qui travaillent sur la certification et la qualité, en plus des cours classiques que nous avons. Donc, c'est à chaque fois pouvoir relever le défi, et vous l'avez dit, c'est aller à la professionnalisation, mais aussi que les structures publiques, comme les structures de la société civile, puissent travailler ensemble à accompagner les acteurs pour relever les défis. Mais, M. Padelo, en même temps, il y a aussi ce gros défi qui est celui de la transformation. Parce que produire, ça c'est bien, mais quand on produit et qu'il n'y a pas une filière, on transforme en quoi? Après, on transforme en quoi?
qu'on fait à ce niveau? Qu'est-ce qui est fait à ce niveau, au niveau de la transformation? D'accord, merci. Au niveau de la transformation, le MIFA, le mécanisme de financement incitatif fondé sur le partage des risques, est toujours en contact étroit avec les acteurs pour pouvoir travailler avec eux sur leur plan d'affaires et aussi les accompagner pour rechercher les financements nécessaires sous forme de crédit à des taux qui sont bonifiés. Ceci vient en complément des efforts même que les acteurs font. Nous irons au-delà de la situation de la Covid-19 quand nous prenons l'exemple de Jude Delis qui est à Batopé. C'est un exemple parmi tant d'autres d'acteurs qui prennent sur eux de pouvoir mobiliser des partenaires, de pouvoir travailler avec eux pour structurer le financement. Bien sûr, avec un accompagnement, un tas soit peu des différentes structures qui existent sur le plan national. Donc il y a actuellement une initiative des entreprises qui se sont regroupées, qui sont en train de travailler sur comment certifier leurs produits. Il y a les présentoirs. Ça fait partie du bouquet d'action de Bouygues 228, des présentoirs qu'on peut retrouver au niveau de certaines entreprises, au niveau de certains hôtels, au niveau de certains ministères. Dans ces présentoirs, vous allez voir les produits locaux. Donc, en bout de chaîne, ce qui va tirer la transformation et autres, c'est la consommation. Et c'est lié à tout le travail de communication, de branding qu'il y a autour des produits. Voilà qui nous amène à la fin. Anani Kodjogan Padenou, merci d'être passé. Vous êtes le directeur des filières végétales. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour revenir sur d'autres aspects donc, de cette filière et de tout ce qui est fait pour son amélioration. On va passer maintenant à la pause. Et puis après le journal, on se retrouve pour Regard Croisé.